Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI, les titres. Ouverture à Abidjan de la Convention mondiale du cajou, une première sur le continent africain. En ligne de mire, les défis qui se posent à l'industrie mondiale. Pour la Côte d'Ivoire, cette conférence devrait permettre d'attirer des investissements, notamment dans la transformation. La Saint-Valentin, c'est ce vendredi. Comme chaque année, il y a ceux qui vont célébrer cette fête et ceux qui vont la bouder. Les commerçants, eux, s'affairent. Le 14 février, moment important pour les chiffres d'affaires. Les idées cadeaux ne manquent pas, vous le verrez dans ce journal. Et puis l'Afrique du Sud célèbre les 30 ans de la libération de Nelson Mandela. Le 11 février 90, après plus de 27 années passées en prison, le père de la nation arc-en-ciel défilait dans la rue, le poing levé, Winnie Mandela à ses côtés. 4 ans plus tard, il sera élu président de la République. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial de cajou, accueille aujourd'hui, demain et après-demain, la Convention mondiale du cajou, une première sur le continent africain. En ligne de mire, les défis qui se posent à l'industrie mondiale. Pour notre pays, cette conférence devrait permettre d'attirer des investissements, notamment dans la transformation. La rencontre est couplée avec la 3e édition des Journées nationales des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire. Les précisions de Salifi Alikwe. Avec une production de 710 000 tonnes en 2018, la Côte d'Ivoire occupe le premier rang mondial dans la production de cajou. Mais le hic demeure la faible transformation sur place. Seulement 10%, une tendance bien faible que tous les acteurs rêvent de renverser à l'instar de cet acheteur. Et cette transformation-là même d'ailleurs va créer beaucoup d'emplois, puisque 1000 tonnes d'anacarde transformées, c'est au minimum 250 emplois que ça crée. Ça va aussi nous permettre de vraiment donner un bon prix rémunérateur aux producteurs. Voilà. Donc vraiment c'est un défi. Une réelle préoccupation également pour le gouvernement ivoirien, face aux acteurs venus des 4 coins du monde, pour la 6e édition du symposium de la Convention mondiale du cajou, qui se tient pour la première fois sur le continent africain, couplé avec la 3e édition des Journées nationales des exportateurs de cajou. Le chef du gouvernement ivoirien a réitéré la ferme volonté de l'État d'apporter un plus à ce secteur devenu ces dernières années un maillon important dans l'économie agricole. Cependant, l'essentiel de la production ivoirienne du cajou est exporté à l'état brut. L'un des objectifs majeurs des pays africains est de réussir la transition de leurs économies vers davantage de transformation locale, tout en assurant l'approvisionnement en eau brute de leurs partenaires commerciaux historiques. Dans ce contexte, le gouvernement ivoirien veut faire du secteur de la transformation de l'anacarde, conformément aux orientations du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, un modèle de son engagement à transformer localement ces matières premières agricoles. 9 unités d'une capacité de 74 000 tonnes ont été construites en 2019, ce qui a permis de relever le tonnage de la transformation locale. Pour la campagne 2020, la Côte d'Ivoire escompte une prévision de 800 000 tonnes contre une production mondiale attendue de près de 3,8 millions de tonnes. La campagne de commercialisation des noix de cajou en Côte d'Ivoire s'est ouverte jeudi dernier avec un prix de 400 francs CFA le kilo, soit une hausse de 25 francs CFA par rapport à l'année dernière. Je vous propose de faire un tour du côté d'Adzopé, à une centaine de kilomètres d'Abidjan, direction précisément dans le village d'Ananguié, dans cette bourgade, sur l'axe principal de la route de l'Est ivoirien. Nous avons découvert un jeune homme talentueux et passionné de voitures. À son jeune âge, Crépin Amon Ndrin fabrique tous les modèles de voitures avec du bois, un talent qui a émerveillé nos reporters Salifi Alikwe et Harouna Zeba. Ananguié, village d'Adzopé situé dans la région de Lamé. Une bourgade sur l'axe principal de l'Est ivoirien. Crépin Amon Ndrin rejoint son petit atelier en bordure de route, sur la voie qui mène à l'entrée principale du village. Le jeune homme, la vingtaine révolue, est un amoureux de l'art depuis tout petit. Il sculpte avec un savoir-faire évident, un talent qui pour lui est un don de Dieu. Si je m'avais coupé le bois en brousse, je viens, je taille, je forme le modèle, je dépose sur le soleil, au moins une semaine. Par exemple, si j'ai envoyé au moins 15 aujourd'hui, je dépose, le lendemain, je m'allais chercher encore pour venir déposer. Au fur et à mesure, ce que j'ai envoyé aujourd'hui, si au moins dans une semaine, si c'est fini, je laisse les autres et puis je vais travailler sur les quinzaines pour
pour attendre à ce que les eaux soient secs. Jusqu'à au moins dans le mois, j'ai atteint un nombre au moins 30, 40, 50 comme ça, et puis je m'en vends. Moi-même, j'ai besoin des matériels, les machines apparaissent même pour produire assez. Par exemple, aujourd'hui, si j'arrive à Abidjan, même si je vais avec 50 comme ça dans la journée, ça peut finir. Aucun design de grande marque de véhicule n'a de secret pour Crépin. Avec des moyens rudimentaires, il a l'art de transformer le bois en chef-d'œuvre. Des œuvres qui ne laissent personne indifférent. C'est le cas de ce voyageur qui a marqué un arrêt en vue d'offrir un mini bolide made in Côte d'Ivoire à son enfant. L'invention de notre jeune frère est vraiment extraordinaire. Nous voyons ça venant de très loin, de l'Occident. Mais si nous avons des jeunes ici qui ont l'intelligence de nous créer ces choses, alors c'est à encourager. Dans cette cité, l'on retrouve de nombreux artistes qui se sont constitués en association. Lui, c'est Georges Thierry Assamoah, conseiller spécial de l'organisation. Cet enseignant d'art est émerveillé devant les prouesses de cet enfant autodidacte. Sur 20, je lui donnerais 16. Parce que son esprit de créativité, il a vraiment mis et il est parti sur fond propre. Et c'est un jeune autodidacte qui a réalisé tout ça de ses propres mains. Nous, en tant que professionnels, nous allons compléter ces qualificatifs en leur donnant des notions de chromatologie. Crépin Amondrin vise plus loin, rêve très grand. Son souhait plus tard est de fabriquer de vraies voitures. Du talent à l'état pur, à encadrer et à suivre de près. La Saint-Valentin ou la fête des amoureux, c'est ce vendredi. Comme chaque année, il y a ceux qui vont la célébrer et ceux qui vont la bouder. Les commerçants, eux, s'affairent. Le 14 février est devenu, au fil des ans, un moment important pour les chiffres d'affaires. Les idées cadeaux ne manquent pas, comme nous le montre Pierre Dipomélin. L'amour symbolisé par le rouge est en abondance dans les commerces et magasins à 2 jours de la célébration de la Saint-Valentin. Cette boutique sur le boulevard Nangui-Abrogua fait du chiffre aux couleurs et sur le dos de l'amour depuis quelques jours. Pour cette boutique spécialisée dans la vente de tenues féminines, les clients, pour des raisons évidentes, sont majoritairement des hommes. Nous avons ces genres de robes-là, il y a plein de robes. Il y a des robes de 15 000, 13 000, même il y a celle-là ici. Oui, et puis bon, ça aussi c'est très joli. Ça, c'est très joli aussi. Celle-là bien me plaît. Oui. Elle a combien celle-là? Bon, ça, on fait ça à 13 000. Mais je peux vous laisser ça à 12 000, quoi. Le propriétaire est un habitué du 14 février. Son constat cette année, les hommes se sont appropriés la fête. Les gens viennent assister, surtout les garçons, ils viennent assister pour les femmes. Mais malheureusement, les garçons, la majorité des garçons ne connaissent pas l'état de les femmes. C'est là le problème. Mais on espère que ce qu'ils ont assisté, ça peut aller avec leurs femmes. Moi-même, personnellement, je vais offrir un cadeau à madame. Donc, je demande à tous les garçons comme moi de venir faire le lait à ça ici. Alors, je viens juste à peine de faire un achat pour ma petite amie. Pour le 14, j'aimerais lui faire une belle surprise. Je connais sa taille, je connais ses goûts. Je suis amoureux d'elle. Alors, si c'est un cadeau que je vais faire, je veux que le 14 février soit un jour inoubliable pour elle. Direction Marcory, où Zorcotte, une fleuriste et décoratrice, confectionne des cadeaux exactement comme les femmes en raffolent. Sa marque de fabrique un cœur de rose rouge cachant un trésor. C'est écrit tirer, donc les personnes, il va prendre juste pour tirer, et quand il va tirer, il va avoir les jolis cadeaux. Bon, tout ça, c'est 100 000, pas plus. On a un autre modèle qu'on a fait autour avec les 5 000. Lui qui ne veut pas payer beaucoup, on peut faire avec 1 000 francs, 1 000 francs. La Saint-Valentin ou la fête de l'amour, précédemment apanage des Occidentaux, notamment des Romains, s'est progressivement et durablement installée dans les pays africains ces 3 dernières décennies. Une véritable mine d'or pour les commerces qui se frottent les mains avec un concept qui gagne du terrain. Des idées cadeaux pour la Saint-Valentin, vous pouvez en trouver au marché Forum d'Adjamé. Quoique ce marché a connu des troubles hier suite à un bras de fer entre les commerçants et le conseil municipal. Au lendemain de ces troubles, la FENACI, Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, a fait entendre sa voix
La fédération dit se désolidariser des commerçants protestataires et appelle les autorités municipales à poursuivre les travaux. Pierre Dipomela. Au lendemain des échauffourées qui ont opposé les agents municipaux et les commerçants du marché Forum d'Adjamé, la FENACI, Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, donne de la voix. L'organisation dit se désolidariser des commerçants qui s'opposent aux travaux de restauration du deuxième étage du Forum des marchés d'Adjamé. Alors que les travaux de mise à niveau ont commencé au sol, un groupuscule de commerçants surgit et réclame la paternité des espaces ouverts. Ils commanditent des actes de vandalisme, séquestrent des agents municipaux et volent du matériel de travail. Leur mobile, il fait chaud ou la dalle ne tiendrait pas. C'est aberrant tout ça. Le deuxième niveau de ce marché n'a jamais fait le comble de son effectif depuis qu'il a été inauguré en 2013. Les commerçants en général refusent les places en hauteur et préfèrent être plus proches des clients au rez-de-chaussée ou tout au plus au premier étage. Il faut rappeler que courant 2008, l'ancienne municipalité avait ouvert au total 8 boulevards sur les installations du deuxième étage afin d'attirer le maximum de commerçants à monter, et un arrêté municipal avait même été pris à l'époque pour permettre pour la gratuité des places. La réalité de cette époque n'étant plus la même aujourd'hui, le maire actuel a donc décidé la reconfiguration du deuxième étage selon sa capacité originelle qui est de 4 752 places. Sarah Sanogo, représentante de commerçants, dit n'avoir pas été associée à ce mouvement d'humeur. Nous n'avons pas été contactés, malgré que nous soyons ensemble sur le site. Le deuxième étage sait qu'il ne peut pas faire mouvement sans nous toucher. Mais ils ne nous ont jamais contactés, ils ne nous ont jamais approchés, ils ne nous ont jamais posé leurs problèmes. Nous ne pouvons pas accompagner quelqu'un si son problème n'est pas fondé. Tout en soutenant l'action de la municipalité, la FENACI plaide pour que la période de 2 semaines de fermeture du deuxième étage soit revue à la baisse afin de permettre la reprise rapide des activités des commerçants. À l'étranger, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a présidé hier au Cap la cérémonie de commémoration des 30 ans de la libération de Nelson Mandela. Le point de Yeli Traoré. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a marqué le 30e anniversaire de la libération de Nelson Mandela au Cap, la capitale parlementaire, avec un discours depuis le balcon de la mairie, là même où Mandela, libéré après 27 ans derrière les barreaux, s'était exprimé devant des milliers de ses partisans euphoriques le 11 février 1990. Le jour où Madiba a été libéré, nous avons tous su que l'apartheid était mort et c'était fini Clair. Le génie de l'apartheid était définitivement sorti de la bouteille et ne pouvait plus y être remis. Le président Ramaphosa rappelle le contexte difficile de la libération de Nelson Mandela. Le régime de l'apartheid était acculé de presque toutes parts, avec des sanctions et un isolement qui le poussa finalement à lâcher du lest. Le gouvernement était en faillite et l'économie était en chute libre, rendant l'État, que le mouvement de libération allait hériter, creux et affaibli. La droite mobilisait ses forces d'intolérance pour acheminer le processus de négociation. Beaucoup de prophètes du jugement dernier déclaraient qu'il serait impossible, dans ces conditions, de faire reculer l'Afrique du Sud du bord du gouffre. L'ancien président, acteur majeur de la libération de Mandela, se souvient d'un homme dont le charisme et le calme l'ont impressionné dès leur toute première rencontre. J'ai rencontré M. Mandela pour la première fois en décembre 1989, quand il était encore en prison. Il est venu dans mon bureau et nous avons eu une discussion. Nous n'avons pas discuté des questions que nous allions négocier par la suite, mais j'ai été immédiatement impressionné par l'aristocratie dont il a fait preuve, par son calme, par sa capacité à bien écouter avant de tirer des conclusions. À noter que c'est en 1964 que Nelson Mandela avait été arrêté par le régime de l'apartheid et condamné à la prison à perpétuité pour sabotage et complot contre l'État. Il purgera 27 ans dans différents lieux de détention, dont le plus connu est l'île de Robben Island, au large du Cap. Sa libération le 11 février 1990 est intervenue quelques jours après la levée de l'interdiction de son parti, l'ANC, par le président blanc de l'époque, de Klerk.
L'armée malienne a entamé lundi son déploiement vers Kidal, nord du pays, afin de reprendre le contrôle de cette ville, symbole qui échappait de longue date à l'autorité de l'État malien. L'armée malienne a entamé lundi son déploiement vers Kidal, nord du pays, afin de reprendre le contrôle de cette ville, symbole qui échappait de longue date à l'autorité de l'État malien. L'opération bénéficie du soutien de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, et de Barkhane, la force anti-djihadiste française au Sahel. Dans les faits, les forces maliennes devraient, si tout se passe bien, entrer effectivement dans Kidal dans quelques jours, le temps de rallier la ville par la piste à partir de Gao, à environ 200 km plus au sud. Sur le déploiement, c'est un couronnement d'abord pour la paix, tant souhaité par la population du nord du Mali, par la communauté internationale qui soutient le Mali dans sa lutte contre l'insécurité et pour que le peuple malien soit un peuple uni et que le bon vivre, le vivre ensemble, revienne dans nos sociétés. Ce déploiement de l'armée arrive dans un contexte de grave détérioration sécuritaire au Mali et au Sahel. Le retour de l'armée nationale à Kidal, aujourd'hui sous le contrôle d'ex-rebelles Touaregs, est anticipé comme une affirmation forte d'un rétablissement de l'autorité de l'État malien qui ne s'exerce plus sur de larges pans du territoire. Donc ce redéploiement à Kidal est le départ d'une nouvelle ère, une ère de paix, de sécurité et de confiance retrouvée entre les populations du Mali. La situation de Kidal était source de fortes crispations. Les voisins du Mali y soupçonnent et y dénoncent des alliances entre séparatistes et djihadistes. Kidal nourrit aussi un discours contre la présence française en raison du rôle que la France est accusée par certains d'y jouer. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.